Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'Iris qui démarre cette année 2022, donc l'occasion bien sûr de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année malgré le contexte sanitaire international que nous connaissons tous. Alors cette chronique, je voudrais la consacrer à l'année politique, l'année géopolitique en Amérique latine, parce que 2022 va encore être une année très politique en Amérique latine, avec des incidences, des conséquences géopolitiques très importantes qu'on ne manquera pas évidemment d'analyser et de chroniquer tout au long de l'année qui vient. Alors, d'abord, l'année 2022 en Amérique latine, je le disais au début de la chronique, c'est le contexte sanitaire qui est très mauvais, puisque l'Amérique latine, c'est plus de 45 millions de personnes infectées, plus d'1,5 million de morts dans la région, dont la moitié au Brésil. Et c'est une Amérique latine qui est, comme partout ailleurs, frappée par la vague Omicron. Et donc, il y a une recrudescence en ce début janvier 2022 de la pandémie dans pratiquement tous les pays latino-américains, recréant nombre de difficultés. Et puis en plus, l'Amérique latine démarre cette année 2022 avec là aussi l'identification au Brésil de cas de ce qu'on appelle maintenant le flurona, qui serait cette maladie combinant finalement le Covid et la grippe saisonnière. Des premiers cas ont été identifiés au Brésil à Fortaleza, et ça aussi c'est certainement pas une bonne nouvelle dans la période. Alors cette pandémie, on connaît surtout son incidence, ses conséquences sociales qui ont plongé la région dans de nombreux problèmes qui se sont accrus, la pauvreté, les inégalités sociales, les problèmes de système de santé, sanitaire, l'endettement des États, faramineux en tout cas à l'échelle des pays latino-américains, le retour de la pauvreté, etc. Et donc l'année 2022 et tout ce qui va s'y jouer politiquement intervient dans ce contexte. Sur le plan sanitaire, il faut aussi signaler que l'Amérique latine commence l'année 2022 avec un vaccin latino-américain qui est produit par AstraZeneca, qui est un vaccin produit en fait par une coopération entre États du Mexique, dirigé par M. Andrés Manuel López Obrador et d'Alberto Fernandez en Argentine. On en a déjà parlé, on a déjà évoqué ça, mais cette fois-ci, ce premier vaccin latino-américain a été homologué par l'Organisation mondiale de la santé et va donc se rajouter à la liste des vaccins qui peuvent être utilisés mondialement, à commencer par l'Amérique latine qui va pouvoir compter dessus pour lutter contre la pandémie. Alors, ils vont en avoir besoin, puisque si on veut avoir quelques chiffres sur la situation pandémique actuelle, eh bien là, début janvier 2022, le virus a contaminé 50% de plus de gens que les semaines passées, avec plus même 11% de morts. Donc voilà dans quel contexte va se jouer la situation politique. Alors, la situation politique en Amérique latine, ça va être des agressions très importantes. On va les évoquer pour aujourd'hui. La première va se passer à la Barbade, dans les Petites Antilles, puisque le 19 janvier, cette désormais république, puisque fin novembre, ce territoire qui n'était pas souverain et qui appartenait à la Royaume britannique, qui était indépendant depuis 1966, mais qui était au sein de la couronne britannique, désormais est une république. C'est tout à fait incroyable, c'est très intéressant. Voilà un pays qui a rejoint finalement le cercle international des républiques. Et donc il va y avoir une élection le 19 janvier à laquelle 108 candidats d'une dizaine de partis vont se présenter pour constituer le Parlement et gagner le gouvernement donc de cette nouvelle république de la Barbade. Donc on suivra ça bien sûr avec intérêt. Toutefois, cette république restera associée au Commonwealth comme la douzaine de territoires latino-américains, surtout caribéens et aussi Guyana, qui font partie en fait de cette alliance autour de Londres et du Royaume-Uni. Donc première élection à la Barbade pour démarrer, suivie d'une autre qui va se passer au Costa Rica, qui sera très intéressante. Le premier tour se passera le 6 février dans ce pays d'Amérique centrale. Deuxième tour, si nécessaire, le 3 avril. Et cette élection va être intéressante parce qu'elle va commencer à nous donner le pouls un petit peu des tendances politiques de la région, comme c'était le cas déjà en 2018, lorsque l'élection costaricienne avait vu la victoire de M. Carlos Alvarado, mais qui avait été confronté de manière tout à fait surprenante, inattendue, à un autre monsieur qui s'appelle Alvarado, mais dont le prénom est Fabricio, et qui est un leader évangélique et qui montrait bien les tendances de cette poussée des églises évangéliques en Amérique latine, parce que pour la première fois, un candidat évangélique était finalement en finale d'une élection présidentielle dans un pays. C'était en 2018, il a perdu,
Il se représente cette fois-ci en 2022. Face à lui, il aura un candidat du centre, qui était déjà président du Costa Rica entre 1994 et 1998, qui s'appelle José María Figueres, qui représente un peu le centre droit au Costa Rica. Un candidat de la droite conservatrice qui s'appelle Inés Sabario, qui est une femme. Et puis enfin, le candidat du président sortant, qui va lui s'appeler Welmer Ramos, mais qui est bien à la peine dans les sondages actuellement. Donc on suivra cette élection au Costa Rica. Puis ensuite vont venir deux gros morceaux par l'ampleur, la place des pays dans la région et aussi de leur poids dans les relations géopolitiques. Je pense bien sûr à l'élection en Colombie, qui va se passer en 2 temps. Législative le 13 mars pour, donner un mandat de 4 ans au nouveau Congrès colombien, suivi le 29 mai du premier tour des élections présidentielles et peut-être le 19 juin d'un deuxième si c'était nécessaire. Alors là aussi, c'est très attendu parce que, un peu à l'instar du Chili, eh bien, tout indique que la gauche pourrait l'emporter, rien n'est sûr, mais elle pourrait l'emporter en la personne de son candidat Gustavo Petro, l'ancien maire de Bogota, qui aujourd'hui est à la tête d'une alliance assez large qui grosso modo articule et allie tous les secteurs qui sont mobilisés pour la paix en Colombie, pour que l'accord de paix réellement voit le jour et se mette en place, mais également toutes les forces de gauche politiques, syndicales, associatives, mouvements sociaux, etc., qui se sont manifestés en Colombie en 2019, essentiellement beaucoup, sont derrière lui. Et aujourd'hui, et ce serait historique parce que c'est la première fois en Colombie qu'un candidat de gauche ou de centre-gauche, ou du moins, remporte une élection dans ce pays qui est traditionnellement parmi les plus conservateurs de la région et qui est l'allié numéro 1 des États-Unis en Amérique latine. Donc l'enjeu va être tout à fait important et donc on suivra bien sûr cette élection où aujourd'hui les sondages indiquent en tout cas aujourd'hui que M. Petro l'emporterait face à M. Ivan Duque, le président de droite sortant, et d'autres candidats seront là comme Sergio Fajardo qui est un candidat du centre qui va jouer un rôle important parce qu'il pourrait être un peu un arbitre entre les deux personnes en tête, M. Duque et M. Petro, et 2 autres candidats aussi vont être présents. Donc rien n'est fait, mais on suivra bien sûr car l'importance de l'élection colombienne sera centrale. Et puis ensuite, à la fin de l'année, en novembre, on aura évidemment l'élection qui est très attendue au Brésil, où là, on devrait se diriger vers un choc assez frontal entre le président sortant Jair Bolsonaro et l'ancien président du Brésil, Lula, qui pourra se représenter. D'autres candidats peut-être émergeront, comme Sergio Moro, le juge anticorruption qui avait mis Lula en prison, on s'en souvient, et qui était après le ministre de la justice et de la sécurité de M. Bolsonaro avant qu'il quitte le gouvernement et qu'il perde un petit peu de sa popularité lorsqu'il a été prouvé qu'il avait été partial dans l'enquête et dans la condamnation de Lula. En tout cas, il cherche à créer une sorte de 3e voie, on va dire, entre Bolsonaro et Lula, avec l'idée que Bolsonaro c'est un danger pour la démocratie et Lula pour l'économie. Et donc, il essaye un petit peu de, là aussi, jouer la candidature d'un centre qui permettrait, d'une droite et d'un centre droit qui permettrait d'éviter le retour de la gauche et l'hégémonie de l'extrême droite au Brésil. Donc tout ça va être évidemment fondamental parce que, bien sûr, le Brésil c'est le champion régional, c'est la grande puissance régionale et tout ça va jouer dans, le rééquilibrage géopolitique latino-américain dans un contexte où la région fait partie des terrains de lutte entre les États-Unis et la Chine, où la région va jouer des rôles de plus en plus importants dans la question climatique, dans la question alimentaire. Bref, aujourd'hui, l'Amérique latine est en dispute du point de vue politique entre une droite et toutes ses variétés, que ce soit populisme de droite, une droite radicale, ultra ou un centre droit, qui aujourd'hui, entre 2020 et 2021, ont perdu quand même beaucoup de terrain en Amérique latine, puisque la droite, dans toute sa variété, donc, ne gouverne plus, entre guillemets, à l'heure où on se parle, que le Brésil, la Colombie précisément, en jeu, le Paraguay, l'Uruguay et le Guatemala. Le reste, grosso modo, de la région, désormais, est dirigé par des gouvernements soit de gauche issus de la vague des années 2000, je pense au Venezuela, je pense à la Bolivie, par exemple, ou d'une certaine manière de l'Argentine, même si Alberto Fernandez n'est pas directement lié aux figures du kirchnerisme, mais il était dans l'état-major et au centre du pouvoir de Nestor puis de Cristina Kirchner en Argentine entre 2002 et 2015. Il est aujourd'hui le président depuis 2019, mais tous les autres pays, je pense évidemment donc à la Bolivie de Luis Arce, qui vient un héritage de cette gauche des années 2000, et puis de nouveaux acteurs à gauche, souvent
enfin pas souvent, dans certains cas qui sont quand même avec un profil plus modéré d'une manière générale, avec moins d'ambition de transformation des sociétés. Et je pense au Chili de Gabriel Boric, qui est à la tête d'une alliance, en gros, qui va de la social-démocratie à la gauche plus radicale, mais qui a un projet qui est quand même moins radical que ce que pouvaient avoir certains pays dans les années 2000. On a parlé dans ces chroniques. Je pense aussi à l'Argentine, dont j'ai parlé. Je pense aussi, par exemple, aujourd'hui à ce qui va se passer au Honduras, puisque Xiomara Castro a remporté aussi l'élection présidentielle et législative à la fin de l'année 2021 et va prendre ses fonctions à la fin du mois de janvier 2022. Et là aussi, on va avoir un gouvernement de centre-gauche qui va arriver 12 ans après le coup d'État qui avait mis hors circuit son mari, monsieur Manuel Zelaya, Juan Manuel Zelaya, on s'en souvient, qui était un des premiers coups d'État, en fait, des oppositions de droite face à un gouvernement progressiste en Amérique latine. Le Chili, j'en ai parlé. Le Pérou de monsieur Pedro Castillo, où là, les difficultés sont nombreuses et se pose la question de savoir si monsieur Castillo va pouvoir gouverner, si le pays est gouvernable encore longtemps. C'est une question qui est posée. En tout cas, la carte politique latino-américaine a beaucoup changé en une année. Le centre-gauche et la gauche dirigent dans plus de pays que la droite aujourd'hui, et donc en 2022, dans 3 pays dont on a parlé et dont on a signalé l'importance, de nouveau, on aura des réponses pour comprendre cette nouvelle carte géopolitique de l'Amérique latine. L'Amérique latine qui reste donc sur une situation de crise économique, même si sur les chiffres macroéconomiques, la situation va être meilleure, puisque la CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine, prévoit 3% de croissance en moyenne pour la région, avec des pays qui connaîtront plus ou moins de croissance, mais cette croissance ne permettra pas d'absorber ou d'éponger bien toute la détérioration sociale, en particulier, qui a été produite par 2 années de Covid, plus les années précédentes de crise économique et sociale, bien loin. Donc de toute façon, les dynamiques sociales vont continuer à forger les réponses, les scénarios politiques au-delà des chiffres macroéconomiques conjoncturels de cette croissance. Une Amérique latine qui est donc confrontée à tout un tas de défis liés à l'endettement des États, je l'ai dit, liés à cette pauvreté, aux inégalités sociales. Et c'est ça qui va en fait nous donner un peu l'évolution des choses dans une Amérique latine où la polarisation reste très importante, où la radicalisation des acteurs politiques et sociaux est un phénomène qui continue de s'exprimer, qui va continuer de s'exprimer. Et puis aussi une Amérique latine qui a une question existentielle qui est devant elle, qui est celle de sa relation finalement avec les 2 puissances qui sont ses 2 principaux partenaires, la Chine et les États-Unis. Voilà quelques éléments du panorama latino-américain qui sont devant nous pour l'année 2022 et que nous ne manquerons pas bien sûr de régulièrement analyser dans nos chroniques de l'Amérique latine. Merci, à bientôt.